pour investir sur BFM Business. Bon, la Chine, ce n'est pas que de la high-tech qui n'arrête pas de grimper en bourse. D'ailleurs, on le voit, les Baidu, les Tencent, Alibaba, ça y est, les boss sont de retour. Les boss de la high-tech chinoise. En Chine, il y a aussi une histoire plurimillénaire. Il y a des objets d'art absolument divins. Il y a des vêtements, il y a des... Alors on parle le cliché, c'est le vase Ming. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses absolument passionnantes et on en parle avec Clémentine Guyot de la maison Agut. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez une vente demain. Absolument. Non, ou jeudi. Non, demain. Demain, voilà, demain. Et il y a énormément de choses à dire. Il y a en particulier un objet, moi, qui m'intrigue beaucoup. C'est la corne de rhinocéros. Oui. Alors, déjà, voilà, le rhinocéros, ça concerne aussi la civilisation chinoise, et il faut bien le dire. Qu'est-ce que c'est dans l'art chinois, la corne de rhinocéros? C'est quoi exactement comme objet? Qu'est-ce qu'il représente? Quel est l'univers autour? Alors, la corne de rhinocéros, c'est quelque chose de vraiment particulièrement important dans la culture et dans l'art chinois, puisque à la fois la matière en elle-même était considérée d'abord c'est une matière extrêmement rare parce qu'il faut l'importer et on lui attribue beaucoup de qualités prophylactiques, c'est-à-dire que la corne de rhinocéros pouvait guérir les fièvres, empêcher les empoisonnements, on lui attribuait même certaines propriétés aphrodisiaques, donc la corne de rhinocéros... On lui attribue toujours, je crois d'ailleurs. Absolument, c'est aussi une des raisons pour laquelle aujourd'hui on a été obligé de les protéger. Donc les objets en corne de rhinocéros ont tout de suite été investis d'une très forte charge symbolique et ensuite, compte tenu de la rareté et de la difficulté pour la travailler, ont assez vite été des choses extrêmement prisées, recherchées par les collectionneurs. Alors la particularité, c'est que les cornes de rhinocéros ont souvent été taillées en forme de coupe libatoire, c'est-à-dire vraiment de calices dans lesquels on pouvait boire à l'occasion des banquets. De cérémonies. Voilà, des cérémonies, souvent de sacrifices faits aux ancêtres également. Voilà, quand même des cérémonies chargées de sens. Et donc, si on buvait dans ces cornes de rhinocéros, voilà, on vous garantissait prospérité, félicité et occasionnellement de ne pas se faire empoisonner, ce qui était toujours assez chouette. Oui. Et puis, petit à petit, ce sont vraiment devenus, sous les Ming, puis sous les Qing, des objets de collection, puisque les empereurs, notamment Tianlong et Kangxi, se sont vraiment intéressés à ces objets-là, se sont mis à les collectionner. Donc les manufactures impériales se sont mises à en créer, vraiment de toute forme. Alors les Qing, si j'ai bonne mémoire, je ferraille un petit peu, mais on est du côté du 18e, 19e siècle. Exactement, oui. Et on est dans quelque chose de nouveau parce qu'on a l'habitude aussi de voir beaucoup d'ivoire chinois travailler. La corne de rhinocéros, c'est un matériau qui est très spécifique et qui a un rôle différent finalement culturellement dans cette dynastie-là. Très, très spécifique. C'est vraiment, ça fait vraiment partie, si vous voulez, des matériaux rares utilisés pour les empereurs, pour les lettrés. Voilà, ça assoit quelque part son rôle social, si vous voulez. Donc plus les objets sont destinés soit à l'usage de l'empereur, soit à l'usage de la cour impériale, plus ils ont de valeur. Et puis effectivement, alors la corne de rhinocéros en soi, c'est quand même un matériau assez intéressant parce que c'est de la kératine, c'est-à-dire c'est la même matière que les poils, les cheveux et les ongles. Voilà, on voit sur la note qui défile, on voit le côté fibreux, il y a un petit manque et ça se voit très bien. Donc c'est aussi réservé à une certaine classe d'artistes et d'artisans qui sont capables de le travailler. C'est un matériau qui est très difficile. Alors, il y a un autre objet qui va au-delà du cliché du vase et qui est très important dans la culture chinoise, c'est les pots, les pots à pinceau pour ensuite pouvoir travailler la calligraphie. Et c'est un objet, là aussi, qui est révéré, qui est absolument magnifique. À nouveau, c'est un objet qui est vraiment chargé d'une très forte symbolique, puisque on passe d'un objet usuel, qui était vraiment le pot à pinceau, dans lequel le lettré trempait son pinceau pour réaliser des calligraphies, à quelque chose qui devient le symbole de cette classe de lettrés qui vont insuffler la culture chinoise, réaliser des œuvres en lien avec la culture taoïste, etc. Et donc le pot à pinceau devient aussi un vrai objet de collection. D'ailleurs, on en voit certains qui sont assez rigolos parce qu'on en a vendu qui sont quand même
complètement évidé, si vous voulez. Donc en fait, on ne peut plus aujourd'hui s'en servir comme de peau à un pinceau, mais c'est travaillé comme un objet d'art et comme un objet de collection et vendu en tant que tel. Donc, est-ce que c'est un secteur, un objet qui est peut-être sur un marché un petit peu plus liquide que le vase, qui là demande beaucoup plus, on va dire, d'expertise et sur lesquels on se tire un petit peu les cheveux quand même. Alors c'est vrai que le vase est assez compliqué puisqu'il y a eu beaucoup de reproductions de faux, donc il faut être en mesure de trier le bon grain de livret. Le pot à un pinceau a un peu les mêmes caractéristiques dans le sens où à partir du moment où un objet a une grande valeur à la fois symbolique et donc financière, ils sont recherchés, donc malheureusement les contrefaçons ont quand même tendance à pulluler. Mais il est vrai aussi que le pot à pinceau, certains en tout cas gardent un côté usuel, donc on trouvera plus facilement des pots à pinceau qui peuvent encore servir, alors qu'effectivement un vase Ming ou Tianlong, il est assez rare de le voir encore avec un bouquet de fleurs dedans. Il nous reste 30 secondes, il y a des robes de cour. Ouais. Ça, c'est magnifique. C'est en quelle matière ? C'est souvent en soie brodée. Voilà, la robe de cour aussi, c'est quelque chose d'assez rigolo parce que pendant très longtemps, ça a dormi dans des malles, ça servait à des déguisements. Enfin, moi, la plus belle que j'ai vendue dormait dans la malle d'une dame au Chênay. Et un jour, elle l'a sortie pour que son petit-fils s'amuse. Et en fait, c'était la robe de l'empereur Yongzheng. Voilà, et on l'a vendue 80 000 €. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos malles. Oui. À regarder les déguisements de vos petits-enfants. C'est l'objet de cette émission, notre séquence coffre-fort, et vous y figurez avec bonheur. On va vous aider à valoriser votre patrimoine et ce sera de la cave au grenier. Absolument. Par le coffre-fort. Clémentine Guyot de la Maison Agut, spécialiste de l'art asiatique. Merci de nous avoir fait rêver et de nous avoir éveillé un petit peu à ces objets d'art absolument magnifiques.